Pour la troisième et dernière partie de la journée, on a intitulé cette partie représentation du futur parce que justement on voulait laisser un peu la parole aux étudiants et aux lycéens. Et l'idée c'était d'avoir une partie qui permette de laisser un petit peu plus place à l'imagination pour réfléchir de façon donc prospective au littoral de demain et notamment avec le programme Habiter mon littoral qui est présenté aujourd'hui par Éric Dussol de l'ENSAM. De distance. Hop là, bonjour. Donc je vais essayer de ne pas vous endormir, j'ai compris le message. Donc là, on a affaire à des travaux. En fait, je vais essayer aussi, il faut que j'aille vite, ça va être un peu compliqué parce qu'on a 50 travaux qui ont été menés par des étudiants de Master 1 et 2 à l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille, qui est depuis intégré quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle l'IMVT, qui sous une même couverture regroupe 3 écoles, l'École nationale du paysage et l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional. En fait, on n'est pas peu fiers de ça. Je fais la publicité, j'en profite, j'ai une tribune parce que en fait, c'est le seul institut de ce type-là en France. Et on avait une réunion ce matin, on a beaucoup de volonté en fait pour former ces acteurs du territoire. C'est aussi pour ça que j'en parle, avec une vision qui soit à plusieurs échelles et avec plusieurs cultures. Donc on a travaillé entre 2017 et 2022 à la demande de l'ADREAL sur des recompositions territoriales avec des prérequis, en fait, une sorte de prérequis qui était de dire sur l'ensemble de la région sud, on a des territoires qui sont fragiles et en même temps fortement anthropisés. Je ne vais pas vous refaire la leçon. Et puis évidemment cette histoire-là qui est de dire globalement personne n'y croit, à peu près. Donc ça c'est une petite œuvre d'art de Banksy là, que vous connaissez, qui fait des œuvres sur les murs. Et puis la réalité, c'est en fait d'un côté on est en Inde, de l'autre côté on est aux Pays-Bas, mais c'est aussi des choses qui nous gagnent et qu'évidemment on s'est rendu compte que cette question de montée des eaux, sur lesquelles en fait on partait au départ en 2017 une montée probable d'1 mètre et puis en 2022 plutôt sur 1,40 m ou 2 mètres, elle était aussi liée à des questions d'inondation, etc. En fait les choses se recoupaient, d'où la fameuse fragilité des territoires sur lesquels on était amené à travailler. On a travaillé donc, pendant 5 ans sur tout le littoral PACA ou région sud, c'est-à-dire entre les Saintes-Maries-de-la-Mer et Nice, sur de mémoire, si je ne me trompe pas, 23 ou 24 communes. Donc on arrive à un panel aujourd'hui qui est assez représentatif, en tout cas, de ce que les étudiants peuvent penser, imaginer, sur ce vaste sujet qui est assez complexe, mais en même temps aussi assez passionnant. Nous, on avait le bénéfice, justement, d'être enseignants dans une école d'architecture, c'est-à-dire pour des étudiants, et donc de s'affranchir d'un certain nombre de contraintes réglementaires. Mais en même temps, comme de toutes les façons, la demande était de projeter à l'horizon 2100, on avait aussi 80 ans devant nous, et comme dirait un célèbre personnage, qui aurait pu prévoir, donc d'ici 2100, qui pourrait prévoir en fait ce qui va se passer en termes réglementaires. Donc c'est ça, hein, je pense que vous le savez tous et toutes, en fait ce à quoi on s'attaque. Je l'ai remis parce qu'encore une fois, nous on a des étudiants. Donc quand ils arrivent en Master 1, ils sont jeunes, ils arrivent de la licence, et pendant leurs 3 années de licence, en fait, ils ont travaillé à une échelle qui est celle de l'édifice, et pas du tout celle du grand territoire, encore moins un territoire aussi immense, avec des conditions qui étaient évidemment très différentes selon qu'on soit à l'est ou à l'ouest de la région. Ce qui nous intéressait encore une fois, c'était aussi ce panel-là, puisque nous, on donnait toute liberté en fait, aux étudiants de choisir le site sur lequel, ou les sites sur lesquels ils voulaient travailler. Après, évidemment, il fallait qu'on compose, c'est-à-dire que pas tout le monde soit sur le même site. Globalement, ça met en œuvre des travaux d'une vingtaine d'étudiants à chaque fois, que je vais vous exposer ensuite. Mais donc, il y a des moments où c'est les plages qui sont très profondes, et puis des moments où, par contre, c'est beaucoup plus construit. En haut, on est à Port-Saint-Louis, et en bas, on est à Marseille. Liés en fait, à des phénomènes que vous connaissez, cette fragilité des littoraux, qui sont liés à des phénomènes de submersion qui peuvent être assez importants, qu'on verra tout à l'heure, par exemple, sur Villeneuve-Loubet. Et puis, il y a une rencontre, évidemment, qui, en fait, on parle toujours, quand on pense au littoral, on parle souvent des plages à la balnéarité. Évidemment, il n'y a pas de plage sans fleuve. Et puis, il y a des moments, comme dans le cas tragique ici de la plaine de l'Argence, où la rencontre en fait, des inondations avec le niveau marin fait qu'on se rend compte de l'espèce de double fragilité de ce secteur-là, qui était aussi un lieu sur lequel on a travaillé. Alors, on avait, nous, 2 échelles de travail.
D'abord celle qui concerne le rivage. Bon, je pense que la présentation sera mise en ligne, hein, donc vous aurez le temps de le lire. Donc assurer en fait l'accessibilité à ces territoires-là, en fait à cette frange littorale qui est finalement assez ténue. Et puis l'échelle du territoire habité qui était beaucoup plus peut-être difficile à déterminer. Peut-être une traduction de ça, c'est par exemple quand on est complètement à l'ouest du département, quand on parle du territoire de Port-Saint-Louis de Fos-sur-Mer, en fait on parle d'un bassin d'emploi, et le bassin d'emploi il monte au moins jusqu'à Arles. Donc le territoire en fait habité, qui correspond au littoral, il englobe ça. Et puis quelquefois c'est beaucoup plus vaste, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent de l'Europe entière pour aller fréquenter les calanques à Marseille, donc ce territoire habité d'un coup il devient effectivement énorme. Donc nous on avait besoin pour ça de poser un certain nombre de limites, mais pour vous dire qu'il incluait aussi des données quelquefois un peu vertigineuses. Donc on avait ensuite 2 étapes dans le travail. Pourquoi 2 étapes? Parce qu'en fait, depuis les accords de Bologne, en fait, les études d'architecture sont semestrialisées comme à l'université. Ce qui fait donc les étudiants ils passent des étapes chaque semestre. Et donc nous, on s'est permis de dire, le premier semestre en fait, d'une année, c'est un travail en groupe. Et le second semestre, c'est un travail individuel, notamment parce que le second semestre amène les Master 2 à déposer, présenter leur travail personnel de fin d'études, qui vaut ensuite diplôme pour être architecte diplômé d'État. Donc la première étape, en fait, on leur a demandé globalement de mettre en place des enjeux, de révéler les enjeux de ces territoires-là fragilisés par la montée des eaux, l'inondation et la submersion, et ensuite de mettre en place des stratégies. Donc ça, c'était un travail en commun. Et puis la seconde partie, c'était leur projet personnel de fin d'études. Et donc ça, on arrive à des documents comme ça qui sont peut-être quelquefois un peu étonnants. Là, on est sur Fréjus-Largence, le même site qu'on avait tout à l'heure inondé, qui était en fait un document stratégique, qui était de dire, bon, là en l'occurrence avec encore une fois un choix, qui était de dire à un moment, les étudiants font le choix de dire on va laisser l'eau monter jusqu'à ce qu'elle puisse monter. Donc les étangs de Villepé en l'occurrence sont un peu bouleversés par ça. On rétablit un cordon dunaire et du coup ça impacte forcément la mobilité et la pratique en fait balnéaire et maritime de ces secteurs-là. Donc on donne comme ça des documents qui sont des documents un peu stratégiques. Je vais vous présenter rapidement en fait 3 sites sur lesquels on a travaillé pour qu'ils soient aussi un peu contrastés. Il y aura Martigues, le Chenal de Caronte, Saint-Mandrier qui n'est pas si loin que ça, et ensuite Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes qui permettent aussi d'avoir 3 situations, en tout cas en termes de départements, sur les 3 départements littoraux que compte la région. Donc nous, voilà un peu le type de travail qu'on fait. Vous voyez qu'au départ, dans ce premier semestre de découverte, il est quand même assez large, puisque en gros, on leur demande de s'intéresser à tout, notamment à des situations qui sont liées à ce qu'on appelle les impondérables ou les permanences, l'hydrographie, la géographie, etc., qu'on demande aux étudiants de faire ressortir par des cartes. Vous avez un exemple, la carte que je vous ai montée sur le territoire habité, vous pouvez y accéder à un travail qui est conséquent et qui est intéressant, alors qui porte que sur la métropole Aix-Marseille-Provence, c'est comme ça, qui s'appelle l'Atlas métropolitain. Et ça, vous avez un site qui est dédié, que vous pouvez aller consulter, qui est vraiment intéressant en fait en termes de traduction cartographique. Alors ça nous intéressait en fait le chenal de Caronte parce que c'est un chenal, c'est un peu comme le tombeau loyer, c'est une situation qui est très particulière. Et donc on va de Port-de-Bouc d'un côté jusqu'à l'étang de Berre de l'autre. Et là, en traversant sur 6 ou 7 km, en fait, en longeant ça, on a des situations qui sont très contrastées, comme le port minéralier, le fort de Bouc. Quand on continue à traverser, en fait, on a des infrastructures ferroviaires, forcément, on les retrouvera très souvent. Et puis des secteurs qui sont en déshérence aujourd'hui, mais ils sont en déshérence parce que l'industrie les a abandonnés petit à petit, mais forcément, le corollaire de ça, c'est qu'ils sont pollués. Donc il y a un travail, en tout cas, qui serait au moins le premier à faire, mais en tout cas, de très grande superficie. Et puis quand on arrive de l'autre côté, par contre, sur le même chenal, on a une situation patrimoniale exceptionnelle, la fameuse Venise provençale, dont on pourra parler tout à l'heure, et forcément qui va amener des façons de faire différentes. Ça, j'aurais dû vous le montrer au début, puisqu'on est ici à Port-de-Bouc, sur l'embouchure du chenal. Le travail en fait, qu'on mène sur la question des permanences, il est aussi historique, c'est qu'on demande aux étudiants de dire qu'est-ce qu'il y avait avant. Et forcément, là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le chenal, dont vous voyez le trait en rouge, c'est le chenal actuel, et qu'avant, c'était beaucoup plus vaste. Et le plus vaste, là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, l'anthropisation qui a eu lieu, par effet miroir, si on laisse l'eau monter, en fait, l'eau va se remettre dans l'état naturel du chenal. Donc ça, c'est aussi une leçon qui est assez intéressante, c'est que le simple fait de faire une simulation nous permet de dire, mais regardez, en fait, tout ce qui a été gagné sur la mer, finalement, ça lui appartenait avant. Et donc, forcément, ça prêche pour notre paroisse, qui est de dire, oui, ces territoires sont nécessairement fragiles. Alors en plus, là où c'est intéressant là-dessus, c'est que on est sur une partie dans laquelle il y a une multiplicité d'usages. Il y a port à sec, il y a le minéralier, etc. Mais des choses qui sont en train fortement d'évoluer.
On pourra en parler après, mais par exemple, sur l'étang de Berre qui est juste à côté, Lyon-Delbazel a commencé un démantèlement il y a 2 ans, et donc on sait, en fait, la MED, qui est la raffinerie, a commencé un démantèlement. Enfin, il y a des évolutions qui font que, en tout cas, on a le droit d'y croire. Et puis, dans la question des simulations, parce qu'il faut aussi qu'on communique, on dit, si l'eau monte d'1 mètre demain à Martigues, ça donne ça. C'est que d'un coup, vous voyez bien, la carte, ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est que l'eau, en fait, elle a repris ses droits d'une certaine manière. Et encore, je pense que sur Martigues, on est un peu faux, mais ça, on pourra le dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, l'île est déjà sous le niveau des eaux aujourd'hui. Et ça, on pourra en parler dans le cadre de la table ronde. Donc une fois qu'en fait on a révélé un peu ces éléments-là, on voit apparaître finalement 3 attitudes. Il y en a 4 qui sont écrites, mais globalement c'est à peu près... Il y a la défense, il y a le retrait, et puis ce qu'on appelle attaque et retrait, qui correspond à peu près au grand mot dit de résilience, qu'on a récupéré à notre bénéfice, mais qui peut-être pas le terme... Enfin, en tout cas, Cyrulnik, il n'aimerait pas qu'on l'utilise en fait, dans un cadre du développement urbain. Mais en tout cas, c'est ce qui correspondait le mieux un peu à dire l'eau, on la laisse monter à nouveau et on a des possibilités de prévoir des choses. Donc les résolutions, on a appelé ça comme ça, elles sont d'ordre qui sont tout à fait différents, mais qui correspondent à ces 3 thèmes-là. Soit on dit d'une certaine façon, on défend. Là, on est sur la rive sud du chenal de Caronte. Donc là, il y avait les grands terrains en friche que je vous ai montrés. Et finalement, on se rend compte que l'impact de la montée des eaux d'1 mètre, il est relativement facile à gérer. Parce que ça monte assez vite et du coup l'eau ne va pas pouvoir beaucoup s'étaler, donc on peut rester sur des systèmes, en tout cas quand je dis on, je vous rappelle toujours le cadre, c'est-à-dire que ce sont des étudiants qui proposent des résolutions de ce type-là, des résolutions du type endiguement, mur de soutènement, un peu à l'image du mur Perret qu'on a vu tout à l'heure se faire complètement envahir dans la tempête à Nice, là, ou alors simplement des petites que vous avez en bas à droite, là, des petits mouvements de terrain qui font qu'à un moment, on va absorber doucement le niveau d'eau. C'est pas, encore une fois, on n'est pas dans un système là, dans un lieu où il y a la submersion, c'est vraiment de la montée des eaux qui est très progressive. Ce qui ne va pas être le cas dans d'autres sites que je vous montrerai tout à l'heure. Et puis il y a d'autres choses, parce qu'en fait, c'est des projets qui sont de grande envergure. La ville, c'est compliqué à concevoir ex nihilo et d'un seul tenant en disant ça, tout va se passer en 10 ans. Mais encore une fois, on était sur un délai qui était assez grand, où là, en fait, on a la possibilité sur la rive en face de venir construire en fait sur l'eau. En fait, on se dit finalement, à partir du moment où on a... Alors pardon, c'est la diapositive d'après. Là, on est toujours sur la même rive, excusez-moi, on a Port-de-Bouc en fait qui est à l'extrémité. Et à partir du moment où en fait, on a protégé légèrement, en fait, on peut se permettre d'étendre la ville. C'est aussi cette espèce d'oxymore où on nous dit aujourd'hui, il faut plus artificialiser, il faut plus développer, etc. Mais en même temps, la population continue de croître, il faut bien qu'on abrite des gens, on a besoin de services. Et en plus, nous, nos étudiants, on leur dit, la ville, c'est 80% de logements, il faut bien loger les gens. Et donc, à un moment donné, il faut bien réfléchir à comment construire. Donc, on est toujours dans cette espèce de dualité. On leur dit, il ne faut pas faire, mais il faut faire quand même. Donc, comment est-ce qu'on pourra faire ? À partir du moment où on investit des territoires qui ont été construits, on peut peut-être se donner le droit, en fait, de réfléchir à ce genre de situation. Donc, ça donne ce genre de choses-là. En fait, on est sur des systèmes qui sont un peu durs, finalement, et qui permettent de continuer le rapport à l'eau ici sous forme de ponton. Ou alors, un peu plus loin, c'est au niveau de là où entre globalement Port-de-Bouc et après le viaduc ferroviaire convoyé, là sur des terrains en fait qui sont pollués, donc qui demanderaient aussi beaucoup d'efforts à être urbanisés, finalement on laisse petit à petit l'eau monter. Donc c'est ça que les étudiants ont plein système de résilience, et petit à petit on a un parc en fait dans lequel on peut tranquillement se mouvoir. Et puis sur la rive, en fait, qui est la rive opposée, là, la proposition qui a été faite par un étudiant, c'est de dire, puisque l'eau va monter et qu'on nous demande quand même d'agir, en tout cas d'être présent, il propose, en fait, c'est un projet de cité lacustre. Dans le fond, en fait, l'eau va monter doucement, on n'a pas des fonds qui sont très importants, donc continuer de construire, en fait, en regard de la question du risque, encore une fois, parce qu'on n'a pas de risque de submersion, en fait, c'est de dire, on construit de ce type-là. Et puis, quand on poursuit, on arrive dans un noyau qui est un peu dur, qui est donc Martigues. Vous avez l'étang de Berre qui est à droite, et puis vous devinez le grand quadrilatère qui est le stade, et puis l'île au milieu. Alors pour l'anecdote, en fait, on avait commencé à travailler sur Martigues en 2017. Il y a eu 2 années sur lesquelles les étudiants ont travaillé dessus, avec des projets très différents. Quand on est allé voir Martigues avec l'Adréal pour leur expliquer, etc., ils nous ont appris une chose qu'eux-mêmes avaient apprise, parce qu'ils ne le savaient pas. C'est qu'en fait des habitants, parce que maintenant les gens ont accès à tout, Internet, etc., ils ont été au courant en fait, du fait que l'eau montait. Et ils ont fait faire des recherches par des archéologues au cœur de l'île, là. Ils se sont rendus compte qu'au XVIIIe siècle, parce qu'on arrive à dater ce genre de choses-là, les gens avaient démonté les planchers de leur logement et remonté les poutres d'une 50aine de centimètres pour remettre les planchers plus haut, et donc avaient décidé de ce que nous on appelle un niveau fusible. Le rez-de-chaussée était en fait inondable. Et ça, ils ne s'attendaient pas du tout. Donc ils ont vu ça,
Et puis les habitants en fait viennent viennent voir la municipalité en disant mais nous on apprend que l'eau monte, on se rend compte aujourd'hui que dans l'île on est déjà sous le niveau de la mer, qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Donc ça encore une fois, ça permet en gros d'amener peut-être des solutions, en tout cas des manières de penser comment protéger demain. Et là, je vous le montre parce qu'il y a une solution que je vais vous expliquer qui est un peu radicale mais qui était intéressante en tout cas mentalement. Sur la partie en fait qui correspond aux quais qui sont là au sud, finalement c'est un peu comme les premiers dessins que je vous ai montrés, les croquis en coupe, on surélève un petit peu les quais, on arrive à gérer cette dimension-là. Et puis le problème c'est qu'il faut toujours que ça reste navigable, même si aujourd'hui c'est plus les grands pétroliers qui passent par là. Et donc l'étudiant avait proposé en fait ici là sur le canal de Baussingue un système d'écluse. En disant dans le fond, c'est pas vieux comme le monde, mais presque. En fait, ce système-là, on le maîtrise. Et pour éviter en fait de surrajouter des quais, de surélever, etc., de renforcer tout le temps, de remonter, finalement, si on met une écluse aux deux extrémités, on peut sauver une bonne partie en fait des installations qui sont en place, puisqu'il se trouve que sur la rive nord, on a aussi tout le centre administratif, le stade, le théâtre, etc. Et donc, ça permet en fait de préserver des lieux avec un système qui est encore une fois connu. Donc après, voilà, c'était des petits dessins en axonométrie qui permettaient de montrer tout ça. En réalité, quel nouveau rapport en fait on entretient avec l'eau selon les situations. Et quelquefois, ça peut être aussi des lieux qui sont tout à fait amènes. En fait, on a la possibilité aussi de redonner au public des situations qu'il avait peut-être perdues. Donc il y a des systèmes de gradins comme ça, ce genre de choses-là. Et on essaye aussi de toujours maintenir des lieux de la mobilité qui souvent longent en fait ce genre d'endroit. Autre exemple plus proche ici, c'est Saint-Mandrier, vous connaissez sans doute, que vous voyez au loin, là, donc, qui est donc une fameuse presqu'île, avec cette situation-là en face de Toulon, dans le biais de la rade. Et donc, comme on s'intéresse à la question des mobilités, c'est pas toujours, en réalité, que les lieux sont accessibles par bateau. Quelquefois même, il manque en fait ce système-là. À Marseille, ça fait pas très longtemps qu'on a des systèmes de bateaux-bus. Donc c'est plutôt intéressant parce qu'on peut se demander pourquoi avec autant d'eau en fait on n'avait pas ce système-là, mais petit à petit ça prend. Et là il se trouve qu'en fait c'est un trajet quotidien qui est très usité et ça marche vraiment bien, notamment parce que la rade est très protégée. Quand je vous disais qu'on travaillait sur la question des permanences, il faut aussi que les étudiants sachent à quoi ils s'attaquent. Or en l'occurrence ici, vous le savez sans doute, on est sur un arsenal qui est très important. C'est le deuxième port militaire de France après Brest. Ce qui veut dire qu'on est quand même dans le dur. C'est-à-dire que là, si on se disait demain, on va dire aux militaires, mais vous savez, là, tout votre secteur, là, en fait, il est perdu, probablement que, bon, je ne sais pas la réaction qu'on aurait, mais a priori, il y aurait plutôt une réaction qui serait de dire, non, on a toujours été fort, en fait, on va continuer à être fort. Et là, on va essayer de penser les choses différemment. Alors, il y a, encore une fois, un élément qui est intéressant. Tout ce qui est militaire, là, c'est tout ce qui est en vert. Vous voyez un peu Saint-Mandrier, il y a 50% en fait qui est aujourd'hui occupé par l'armée, puis en face évidemment l'arsenal de Toulon. Mais par contre ici, il y a un lieu là qui est intéressant, c'est qu'en fait c'est un dépôt d'hydrocarbures. Or, militaire ou pas, il y a un moment où cette question-là, en fait, a priori on va arriver au bout des énergies fossiles. Et donc, d'un coup, ça devient un lieu possible en fait pour lequel on peut travailler sur ces questions, soit d'attaque, soit de défense, soit de résilience. Donc on demandait aux étudiants aussi à chaque fois de révéler ça. Qu'est-ce qu'on avait en fait, avec quoi on travaillait, aussi pour des questions qui relèvent de la dominalité. À quoi on s'attaque? Est-ce que c'est du domaine public? Est-ce que c'est du domaine privé? Pour leur faire aussi réaliser, quand ils sortiront de l'école, il y aura un peu des sujets de ce type-là. Après, elles avaient fait un élément, elles avaient appelé ça métamorphose de la côte, c'est en fait tout ce qui relevait soit de l'anthropisation par poldérisation, soit des accrétions. En fait, il se trouve que Saint-Mandrier, historiquement, c'était deux îles, c'était pas une presqu'île, et qu'en fait, le système d'accrétion là, qui est porté par les fleuves a fait que les choses se sont refermées. Et puis, il y a les phénomènes, par contre, d'anthropisation avec toute la poldérisation qui est là. Donc ça, c'est les principes de l'accrétion. Ce qu'elles avaient appelé l'anthropisation avec tout ce qui est effectivement ce qu'on a gagné sur la mer, y compris pour la question donc des installations militaires. Et puis, donc, les deux combinés qui ont formé la presqu'île de Saint-Mandrier. Donc avec ça, excusez-moi, je vais appuyer un peu trop vite, mais qui montre encore une fois ces différentes situations qui sont assez particulières. Et puis une autre question qui relève du patrimoine, puisqu'on a un patrimoine qui est quand même assez remarquable, soit ancien, soit relativement récent, mais qui a aussi une dimension importante, parce qu'elle est à préserver, et en plus avec un lieu par lequel on arrive soit par la mer, soit par l'unique corniche, ici, là, sur le côté oriental, par la corniche de Tamaris. Donc ce patrimoine-là, il est révélé. On y est sensible aussi parce qu'évidemment Fernand Pouillon a construit le hameau des Sablettes et donc c'est un lieu assez emblématique, aussi typique d'une action de la reconstruction qui était particulière, puisque appelé par un syndicat libre d'habitants, etc. Donc ça c'est aussi plutôt une belle histoire. Et donc ce tissu donc diversifié, on le retrouve après à l'échelle de la commune et ça permet aussi de révéler que, bien entendu, on a majoritairement affaire, hormis les emprises militaires,
à de l'habitat qui est de l'habitat de vacances. Et donc d'un coup, quand on dit habitat de vacances, on se dit ah oui, donc ça veut dire qu'on est sur un rythme saisonnier. Donc peut-être que saisonnier, on peut imaginer agir en fait différemment et proposer d'autres alternatives à la manière d'habiter en fait ce littoral. Donc là-dessus, elles ont déterminé un certain nombre d'enjeux qui étaient de dire en fait plus on monte, ça c'est cette petite carte en fait assez élégante parce qu'elle fait quasiment disparaître tout ce qui n'est pas touché par l'eau, ce qui est quand même assez étonnant. Donc là aussi, ça peut être intéressant en fait de cette manière de faire. Et puis petit à petit, quand on monte à 2 mètres, on voit en fait tout ce qui est affecté par cette montée des eaux, et notamment tout en fait ce qui fait aussi un des lieux d'attraction de Saint-Mandrier, à savoir la plage des Sablettes, pour laquelle en fait elle propose des stratégies qui sont de dire nous on va travailler en anticipant sur les choses, c'est-à-dire de dire avant que ça soit monté de 50 cm, on propose de faire ceci, cela, en l'occurrence le dépôt d'hydrocarbures, de développer des parcs et tout ça. On va modifier ce genre de choses-là. On va délocaliser certaines constructions qui sont dans le port en fait de Pin-Roulant. Et puis on va admettre en fait que la montée des eaux fait que Saint-Mandrier redevienne une presqu'île. En fait, il se trouve que le hameau des Sablettes, il est déjà un peu préservé parce qu'il est sur une sorte de promontoire et que quand l'eau monte de 2 mètres, en fait, il ne sera pas affecté. Mais on est en train de dire là, la balnéarité telle qu'on la connaît aujourd'hui, le sable, la plage, etc., il faut admettre qu'à l'horizon 2100, ça aura disparu et donc on devra avoir d'autres comportements. Alors ce qui était proposé là, c'était qu'en fait la corniche des Tamaris qui arrive de la Seine-sur-Mer soit équipée justement comme un élément un peu renforcé et qui permette à ce moment-là d'accéder à la mer, puisque en plus on est relativement protégé de la question des submersions. Et donc ce que je vous expliquais là, c'est ça, c'est-à-dire petit à petit, on monte. Donc l'eau a commencé à monter et le parc en fait qui était un lieu dédié aux hydrocarbures en fait disparaît au bénéfice d'un vrai parc en fait qui est résilient, qui a accepté la montée des eaux, mais qui du coup devient un nouvel espace public pour les habitants. Là où aujourd'hui c'est une zone totalement réservée. Donc ça c'était le petit. Elles avaient fait aussi un petit travail de stratégie qui réinterprète d'une autre manière les petits dessins que je vous montrais tout à l'heure. Peut-être dire on commence par ci, on commence par ça, etc. Voilà ce qu'on protège, voilà ce qu'on accepte. Et ensuite, donc, sous forme d'intervention, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, la corniche des Tamaris qu'on renforce, le hameau des Sablettes qui est préservé. Au niveau de l'isthme, en fait, là, on passe. Donc, on a une route à niveau qui permet de distribuer ça. Le quartier, en fait, de Pin-Roulant, lui, l'eau est acceptée, comme le parc d'hydrocarbures du Lazaret, parce qu'on a quand même un relief assez important. Et au niveau, du centre de Saint-Mandrier, là, ce que vous voyez en jaune, en fait, je vais vous le montrer juste après, on a accepté que l'eau monte dans le cadre d'une résolution. Et donc, au même titre que ce qu'on avait sur Martinique, Cheval de Caronte, en fait, on construit une cité lacustre en ayant préalablement un peu délocalisé certains éléments qui seront de toute façon fragilisés par la montée des eaux. Donc, encore une fois, c'est de dire on ne s'interdit pas de construire, mais on construit sous des nouvelles conditions. Et là, il y a un élément qui est forcément important, qui est de dire on fait une coupe, au moins une coupe de principe, qui est de dire en fait c'est quelque chose qu'on maîtrise. Alors, à nouveau, c'est possible parce qu'on n'est pas dans des sites en fait qui sont c'est le but d'un port, c'est pas soumis à submersion, parce que sinon, à chaque fois qu'il y a une tempête, tous les bateaux voleraient. Donc, c'est pas du tout l'objectif. Et donc après, le travail est évidemment beaucoup plus abouti que ça. C'est comment, en fait, on habitera aussi demain. C'est quand il y a la question littorale qui nous occupe, et en même temps, il y a la question du dérèglement climatique, qui fait qu'on invite, quand ils le peuvent, parce que c'est quand même un travail de longue haleine, on invite nos étudiants à travailler aussi sur qu'est-ce que c'est que demain habiter là, sous des conditions climatiques qui vont être éminemment différentes à celles qu'on a connu il y a peut-être même 20 ans. 12, vous voyez, toute cette question des hauteurs, etc., de volumes qui sont assez généreux pour permettre des systèmes de convection naturelle, enfin, ce genre de choses-là. Et ensuite, pour finir sur un troisième site qui est tout à fait différent, c'est donc Villeneuve-Loubet. Donc là, cette photo est intéressante parce qu'en fait, elle montre l'urbanisation permanente. Vous avez Nice ici, la promenade des Anglais, l'aéroport, Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer, Marina, Baie des Anges, et donc Villeneuve-Loubet qui se développe avec cette difficulté, évidemment, qu'on n'est plus sur une commune en réalité. On est vraiment sur une conurbation très nette. Et si on ne passe pas le panneau, en fait, on ne sait pas qu'on a changé de ville. Ça, c'est quelque chose que maintenant, on voit quand même relativement souvent. Et quand on met ça en vue, on se rend compte en fait de la diversité des systèmes. Et on se rend compte aussi que les endroits pas construits peuvent poser question. C'est en fait pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas construits. Donc a priori, ils ne sont pas construits parce qu'en fait, ils font l'objet de risques que je vous présenterai. Le littoral, aujourd'hui, Villeneuve-Loubet, il est un peu multiple. Soit on a des plages, dont on sent bien d'ailleurs que si l'eau monte ou s'il y a un peu des tempêtes, elles sont très fragiles. Soit on a des plages liées à des infrastructures de transport. Et notamment, il y en a une qui est en fait la ligne LGV, TGV, je ne sais pas comment il faut l'appeler, pour laquelle il y a un projet que vous devez aussi
connaître, qui est de dire est-ce qu'on la reporte, on la déporte, etc. C'est très important parce qu'en fait, elle est fragilisée en cas de tempête. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc, l'étudiante était partie là-dessus, sur le principe qu'en fait, on pouvait la décaler, mais on gardait la voie. Donc ça, c'est la photo, vous voyez, c'est les datées de 2018, vers matin, qui exprime qu'est-ce que c'est, en fait, qu'est-ce qui se passe après une tempête à cet endroit-là. Donc, il n'y a plus rien. En fait, la plage, elle a complètement disparu. Et puis la route, elle est escalée. Et puis après, ça vient buter, par contre, sur l'infrastructure de train. Donc c'est compliqué parce que comment on fait? En fait, le train est indispensable et en même temps, il sert un peu de secteur de protection ici. Donc il est aussi fragile, mais en même temps indispensable. Enfin, on navigue entre toutes ces volontés-là. Et donc, je vais vous montrer un peu ce qui était envisagé. Ça, c'est pour amener à la question des risques. Je vous parlais tout à l'heure de la photographie aérienne. Si ce n'est pas construit, c'est qu'il y aura des problèmes. Le problème, c'est que c'est un secteur qui est très menacé par le risque incendie. Donc, de fait, on ne construit pas. Après, la carte en dessous, c'est le risque inondation. Donc, de fait, on ne construit pas. Et puis, nous, on est venu rajouter une troisième couche qui est de dire, en plus, il y a la montée des eaux, la submersion. Donc, en fait, on ne construit plus rien. Globalement, en tout cas, on ne construit plus rien. C'est-à-dire, si on dit, il y a une règle qui est liée à chacun de ces phénomènes-là, on ne construit plus rien. Et nous, évidemment, comme on est dans une vision prospective, on dit, non, mais en fait, il faut faire quand même. Donc, en gros, c'est de faire avec la contrainte et comment on peut faire. Donc, de faire du risque un atout. Donc, c'est tout l'objectif, en fait, de ces travaux. Et là-dessus, ce qui avait été proposé, c'est là que je vous disais, il y a stratégie en jeu. En fait, la stratégie, c'est plutôt à droite, c'est de dire, en fait, on va construire quelque chose qui soit une véritable protection. Et c'est plus de la plage, en fait, c'est des sortes de grands quais comme ça, avec des espèces de brise-lames. Mais finalement, c'est un peu la version moderne du mur pérennissois, qui est de dire, OK, il faut qu'on lutte. Là, on a un phénomène de tempête. Parce qu'évidemment, il y a... Même si nous, on ne manipule pas les chiffres, on leur fait quand même prendre conscience qu'il y a une économie derrière. C'est qu'on ne peut pas supprimer comme ça d'un coup de baguette magique ou d'une décision le fait que il y a l'économie de la plaisance, etc. Tout ça, puis c'est même aussi nécessaire. Donc voilà, le choix ici qui avait été fait, c'est de dire on construit une frange littorale en fait, par laquelle on va protéger ces secteurs-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'évidemment, un des enjeux, c'est l'enjeu de la mobilité. Donc à partir du moment où on a protégé en fait, de la montée des eaux, de la submersion, la voie ferrée, pour laquelle il avait été décidé que la voie à grande vitesse était plutôt au nord, celle-ci devenait un tram-train en fait, à l'échelle de tout le bassin de la Casa, là, de la communauté Côte d'Azur. Et donc on avait des arrêts en fait, qui étaient réguliers. Ce qui permettait aussi de supplanter l'autoroute qui est très présente là-bas et qui est un peu le mode, pas unique, mais quand même très usité. Et donc on pouvait mettre une sorte de tram-train. Et ce que ça a révélé, ça, c'est que là où on ne pensait pas pouvoir construire, en fait, tout le secteur des Morettes qui est derrière, qui est une grande zone industrielle et commerciale, s'est révélé en fait un lieu de très fort potentiel urbanistiquement. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de vides, qu'il y avait plein de bâtiments qui étaient plus ou moins usités. Il y avait même quelquefois du patrimoine XXe siècle, une maison néo-corbusienne tout à fait étonnante qui était perdue là-dedans. Il y a un parc à côté d'Antibes, qui est le parc de Vaugrenier, en fait, qui peut très bien servir aussi un dispositif un peu résilient. Enfin, d'un coup, d'avoir eu cette volonté de protéger, on s'est dit, mais finalement, le devenir en fait, de Villeneuve-Loubet, il peut très bien être là. Donc il y a tout un exercice de transformation en fait, à investir aussi ces lieux-là, qui sont quelquefois des grandes caisses totalement vides, qui se vident le soir, qui se vident le week-end, après le samedi soir jusqu'au lundi matin. Et en fait, le potentiel était là-dedans. Et donc là-dessus, le travail avait été fait que de dire, dans le fond, d'abord c'est beaucoup plus vert que ce que vous imaginez. Ça aussi, en fait, on s'est rendu compte, nous, on prend ça comme étant en fait des possibilités qui sont de dire, il y a des alignements d'arbres, il y a des parcs, il y a des jardins, et on combine ça après avec la volonté qui est exprimée ici, qui est de dire à partir du moment en fait, où on a protégé tout ce secteur-là par les espèces de dents de scie que vous voyez, en gros on peut construire une espèce de grand parc urbain. Alors là, il y a que... C'est comme si c'était une immense pelouse, en fait c'est pas vrai, la véritable image c'est plutôt celle-là, qui est de dire en plus ça permet de devenir un socle en fait, d'infrastructures particulières liées à la balnéarité, aux équipements publics. Comme il y a des arrêts, il y a des petites gares, etc., qui sont autant de polarités intéressantes qui vont permettre de faire continuer à vivre et à développer le secteur ici des Morettes, dans lequel en fait on va mettre du logement, qui est tout à fait possible. En fait, on s'est rendu compte que c'était une chose qui était absolument nécessaire. Et puis après, le secteur de Marina Baie des Anges, Baie des Anges était lui protégé par un système de rehausse des quais, qui peut être contestable, mais en tout cas, on est aussi sur un élément patrimonial important qui nous semblait nécessaire. Donc voilà un peu les petits croquis de ce que ça peut donner. Donc cette vision en pointe comme ça qui se répète, quelquefois avec des géométries un peu différentes, mais qui permettent en fait d'être à hauteur, ensuite d'imaginer derrière que même la vague de submersion puisse intégrer des bassins qui soient derrière, etc. Et donc de constituer ce qui n'existe pas aujourd'hui, puisqu'on a la plage, la route,
la voie ferrée, à nouveau une route, etc. Un long parc linéaire urbain en fait accessible et qui permet d'avoir un contact différent avec la mer. Et donc, pour conclure, les exemples en fait sur lesquels les étudiants ont travaillé, qui sont des choses qui sont faites, sont quelquefois différents. En fait, ils vont chercher des solutions qui existent pour essayer de les contrarier, etc. Tout ça, de les réutiliser pour dire en tout cas ça peut être la solution à un problème. Notamment là, l'idée c'était de mettre ce genre de boudin à flot là au niveau de Port-de-Bouc pour dire mais en fait s'il y a des vagues, en gros ça peut casser. Voilà. On n'est pas technicien, ils ne sont pas techniciens, donc ça c'est toujours des attendus. On joue aussi quelquefois aux apprentis sorciers, ce qui leur permet derrière de dire ben voilà, on a libéré en fait des secteurs d'un certain nombre de risques et donc on peut se permettre de faire des choses ou d'aller chercher des réalisations qui sont faites, alors là dans le bassin méditerranéen, pour dire bah, regardez, en fait ce genre de gradinage comme ça, petit à petit on peut très bien accepter que l'eau monte. Finalement, pendant encore des décennies, on a l'accès au littoral. Mais évidemment, c'est plus de la plage de sable fin telle qu'on peut l'imaginer, mais en tout cas des situations permanentes ou provisoires en fait qui peuvent être déplacées et qui permettent d'accéder toujours au bord de mer ou alors d'aller chercher dans des dispositifs qui sont un peu utopiques parce que là on est sur un concours en Norvège, ça n'a pas été réalisé, mais pareil en fait cette idée d'un nouveau cordon dunaire en fait qui serait un peu dur. Alors bon, ils gardent aussi un peu leur innocence parce qu'on sait derrière nous en tant qu'architecte urbaniste que souvent quand on libère des sols c'est pour derrière pour construire plus. Alors c'est pas tellement l'objectif ça. Et petit à petit on est en train de rentrer dans des paradigmes différents, mais en tout cas ça leur fait prendre conscience aussi que c'est un phénomène qui est un peu universel et auquel ils ont intérêt tout à fait à se frotter. Bon, la chance étant, j'espère, parce que moi j'ai une jeune étudiante là, qui est encore là, qui est revenue parmi nous, qui a passé son diplôme sur hier, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pas non plus des choses qu'ils auront la chance de pouvoir manipuler. En fait, quand on devient architecte, c'est rare qu'on vous dise bah, tenez, regardez, votre première commande, ça sera la recomposition territoriale de la région sud, voire même d'une commune. Mais en tout cas, il y a au moins voilà. Donc c'était assez pour nous, c'était assez fascinant parce que ça permettait ça, une ouverture, etc. On a travaillé encore une fois sur des situations. Là, je vous ai montré vraiment rapidement des choses, mais donc les livrets sont là pour vous montrer les 23 communes. Quelquefois, c'était l'étang de Berre intérieur à Saint-Chamas, quelquefois, c'était Port-Saint-Louis, Sainte-Marie-de-la-Mer, etc. Enfin bref, avec des dispositifs quelquefois qui étaient vraiment de reculer, de dire bah non, en fait, il faut qu'on s'en aille, on ne peut pas toujours être dans le système de protection ou d'attaque. Mais voilà, c'était un peu fascinant pour ça, parce que ça leur donne aussi une ouverture, une capacité en fait, à regarder au travers d'une lecture qui soit géographique, historique. Encore une fois, c'est permanent, parce qu'en fait, il y a du potentiel, en fait, un potentiel qui est assez énorme à travailler et qui est plutôt fascinant. Eh bien, merci.